Kouchma, mais aussi à partir de 2004, après la révolution orange, quand on a dit que maintenant nous sommes les démocrates, nous sommes gouvernés par les démocrates, la même attitude est restée à propos de la culture et de la littérature. Et c'est peut-être aussi la raison pourquoi les écrivains ukrainiens aujourd'hui, la majorité des écrivains des poètes, ne s'intéressent pas à la politique. Il était ignoré par les politiciens pendant 20 ans et il a appris comment on ignore les politiciens et la politique. Et aujourd'hui, il y a seulement peut-être 5-6 écrivains qui sont engagés dans le journalisme politique, dans les commentaires politiques, mais la majorité reste apolitique. Mais vous-même, vous avez, en fait, vos livres sont inspirés par un esprit, sont inspirés en partie, en tout cas, par un esprit de critique politique. Oui, c'est vrai, mais parce que j'appartiens à la génération post-soviétique plus politisée que les générations qui sont arrivées sur la scène littéraire plus tard. Et Yuri Makarov, est-ce que vous êtes d'accord avec ce que vient de dire votre ami Kharkov? Oui, j'en suis d'accord complètement. Il y a une littérature ukrainienne très jeune qui occupe peut-être 1% du marché, ce qui est assez drôle dans un pays où au moins 60 et quelques pourcents sont ukrainophones. Les librairies, peut-être la plupart des librairies en Ukraine appartiennent à des sociétés russes, ou plutôt à une seule société russe qui est intéressée à distribuer ses propres livres. Et donc, le phénomène de la littérature ukrainienne, je dis ukrainienne, ukrainophone, car il y a une partie de la littérature ukrainienne russophone, et Andrei la présente. Donc, on se sent un peu marginal dans un pays qui quand même s'appelle Ukraine. Voilà. C'est drôle, mais c'est comme ça. C'est comme ça depuis 22 ans, et on a un timide espoir que peut-être depuis, quelque chose va changer, mais on n'en est pas sûr. Je voudrais dire encore quelques mots à propos de la différence entre l'attitude vers la littérature en Russie et en Ukraine, parce que bien sûr, en Russie, les écrivains sont commandés à écrire les romans patriotiques ou les romans historiques contemporains, et comme ça on peut trouver maintenant beaucoup de romans sur les événements à Tchétchénie pendant la Première Guerre et la Deuxième Guerre, avec toujours les personnages très positifs, les héros, les soldats russes qui combattent les nationalistes et les extrémistes terroristes tchétchènes ou les autres. Et comme ça aussi, toujours, la Russie pousse la littérature russe, les écrivains russes, à participer dans tous les foires aux livres possibles. La Russie était le pays, l'invité d'honneur ici en 2005. Il y a 2 ans, c'était Moscou, l'invité d'honneur. À Shanghai, à Rio de Janeiro, partout, la Russie payait pour la littérature russe être présente très sérieusement et marquée. Nous sommes ici, pas grâce au gouvernement ukrainien ou la force officielle. Nous sommes ici grâce à 2 fondations indépendantes, Open Ukraine, Rozvitok Ukraine et la fondation Renat Akhmetov. Et le gouvernement d'Ukraine jamais a payé la participation des écrivains dans les foires aux livres. Ici, à Bologna, à Leipzig, partout. Et comme ça, l'attitude reste la même. Aujourd'hui, vraiment, la question de la littérature n'est pas importante parce qu'on parle maintenant de l'avenir. Est-ce que l'Ukraine a l'avenir après la situation avec la Crimée? Mais bien sûr, c'est déjà une tradition pas très positive qui encore existe chez nous. Alors, évidemment, vous avez tous en tête d'abord les événements actuels en Ukraine et en Crimée. Et
on va maintenant, si vous voulez bien, aborder cette question brûlante. Et peut-être, pour commencer, je voudrais rappeler, enfin, j'ai lu récemment dans le New Yorker, mais vous êtes certainement parfaitement au courant, et cela dit, je ne sais pas si c'est vrai, que Poutine aurait dit au président Bush Junior, vous savez, l'Ukraine, je ne suis pas sûr que ce soit vraiment un pays. Il a dit quelque chose comme ça. Est-ce que vous avez entendu cette formule? Est-ce que ça correspond à quelque chose que Poutine pense profondément? C'est une question de bon. Oui, c'est exactement en fait. Parce que pour M. Poutine, la chute de l'Union soviétique, comme il a dit beaucoup de fois dans des interviews différentes, c'est sa drame personnelle. Et à cause de ça, la Russie existe, mais la Russie, dans l'imagination de M. Poutine, c'est beaucoup plus grand que sur la carte politique du monde. Et bien sûr, l'Ukraine, aussi avec les événements d'aujourd'hui, c'est pas un pays, un vrai pays pour l'établissement russe. Pourtant, l'Ukraine a un passé historique tout à fait réel, même si, bien sûr, il a été très chahuté dans le temps. Il y a tout de même une véritable légitimité ancrée dans l'histoire. Je ne veux pas monopoliser la parole, mais bien sûr, l'Ukraine, en fait, c'est la patrie de la Russie d'aujourd'hui. Toi, tu as commencé à Kiev, mais c'est un autre pays avec une autre histoire, et on peut débattre sur ce sujet aussi 2-3 heures, mais peut-être c'est mieux de revenir. Et oui, Marie Madras, vu de Paris, mais Marie, vous êtes très souvent à Moscou et à Kiev aussi. Comment est-ce que vous percevez quel est le sens de votre point de vue, et après nous reviendrons au point de vue des Ukrainiens ici présents, quel est le sens de votre point de vue de ce que fait Poutine aujourd'hui en Ukraine? Merci Olivier. En 2-3 minutes, il me semble que, pas vu de Paris, mais vu de Moscou, l'Ukraine est bien un pays. Et c'est ça le problème. Parce que si l'Ukraine n'était pas un grand État, avec des frontières reconnues par la communauté internationale, avec une vieille langue, et avec quand même des traditions littéraires, culturelles, même si je suis tout à fait d'accord, elles ont certainement besoin du soutien du gouvernement, mais il y a très peu d'argent dans les caisses de l'État, donc ce ne sera certainement pas pour les 2-3 ans qui viennent. Donc je pense que nous serons tous très vigilants pour s'assurer que les auteurs et les artistes qui travaillent en Ukraine et qui travaillent en russe, en ukrainien, en tatar ou en polonais, que ça nous soit complètement égal et qu'on puisse vous soutenir. Donc vu de Moscou, la question est que oui, l'Ukraine est un pays qui fait partie de nombreuses organisations internationales et qui souhaite un jour faire partie d'autres organisations comme l'Union européenne et peut-être d'autres encore, et qui manifestement ne souhaitent pas appartenir à des organisations qui seraient directement contrôlées par Moscou, comme l'hypothétique Union eurasiatique ou Union douanière. Et moi, ce qui m'a semblé, et j'aimerais beaucoup avoir l'avis de nos amis sur ce point, il m'a semblé que de nouveau cet hiver, comme en 2004, les dirigeants russes à Moscou ne comprenaient pas ce qui se passait en Ukraine. J'avais déjà eu cette impression très forte en octobre, novembre, décembre 2004, c'est que Vladimir Poutine et les gens qui l'entouraient ne prenaient pas au sérieux la société ukrainienne, les réalités ukrainiennes. Ils étaient persuadés qu'ils savaient comment fonctionnaient les gens qui habitaient l'Ukraine et qu'ils étaient comme n'importe quel habitant d'une province russe. Et ils se sont lourdement trompés. Et de nouveau, je crois que là, ces derniers mois, Poutine lui-même a été surpris des mouvements sociaux
de la détermination des Ukrainiens et de la chute rapide de Yanukovych. Est-ce que vous partagez mon point de vue? Oui. On peut constater que l'image de l'Ukraine est une image formée dans le monde entier, ou surtout en Europe, et formée à Moscou. Ce que l'Europe obtient, cette information que l'Europe obtient sur Moscou est passée par un traducteur russe, de toute façon. Et ça produit pour nous autres, pour les Ukrainiens, ça produit parfois un effet comique. Mais comment? Mais nous, voilà, nous existons et vous voulez nous persuader que nous n'existons pas. J'avais un épisode, pas seulement avec des Russes, j'ai parlé avec Lothar de Maizière, un des architectes de l'Allemagne nouvelle. Il était membre du gouvernement, économiste, etc. Et il m'a dit justement ça. Mais vous n'existez pas. J'étais avec un groupe de journalistes, mais vous n'existez pas. Une partie de vous, c'est de la Russie. Une autre partie de vous, c'est la Pologne. C'est l'ancienne Pologne. Voilà. Et ça me rappelle une anecdote plus ou moins fraîche consacrée aux événements à la Crimée. Est-ce que vous voyez des nationalistes ukrainiens atroces, sévères, agressifs en Crimée? Non, je ne les vois pas. Mais ils sont là, ils existent. Est-ce que vous voyez des soldats russes? Oui, je les vois, mais vous vous trompez, ils n'existent pas. Cette lost in translation, si vous voulez, mais c'est pas la faute, c'est peut-être surtout la faute des Ukrainiens qui ne font pas entendre leur propre voix. Et c'est peut-être la raison que nous sommes ici pour enfin prouver par notre existence, par notre présence, que mais si, ça existe, et vous le voyez. Juste une phrase, Olivier. Il me semble que Maïdan s'est très très bien fait entendre dans le monde entier. Donc là, il y a eu une prise de parole des Ukrainiens par centaines de milliers, et pas seulement à Kiev, mais dans la plupart des grandes villes d'Ukraine, à l'ouest, à l'est, au sud. Donc là, les Ukrainiens ont su se faire entendre. Mais quand on parle de Maïdan, c'est surtout, il y a un malentendu, parce que j'ai lu plusieurs fois que les Maïdan, pas seulement dans la presse russe, que les Maïdan, les membres du Maïdan sont très bien payés, étaient très bien payés, oui, par qui? Personne ne sait, peut-être par les Américains ou... J'ai payé aussi. C'était moi. Voilà. Et que c'était aussi des nationalistes agressifs ukrainiens et ukrainophones. Ce qui est faux, parce que au moins la moitié de Maïdan était russophone. Comme nous avec Andrei, par exemple. Bien que j'écris en ukrainien, mais ma langue maternelle est le russe. Et vous pouviez entendre le russe, l'ukrainien et au moins le tatar de Crimée. Ces langues étaient présentes sur le Maïdan, et le premier tué sur le Maïdan était un Arménien de la région de Dnipropetrovsk, c'est-à-dire de l'est de l'Ukraine. Andrei Kurkov, quel est le rêve de Poutine à propos de l'Ukraine?
Oui, d'abord, je voudrais ajouter quelques mots en listé mon propre anecdote de ce matin. Ce matin, je parlais avec un journaliste français qui m'a dit « Mais est-ce que vous avez regardé sur la télé les reportages de télévision russe avec ces Russes russophones en Crimée, triomphants, très heureux et tout ça ?» Et je lui demandais est-ce que la télévision russe a aussi montré les reportages des régions habitées par les Tatars de Crim? Non. Il n'y avait pas de reportage de ces régions et c'est très facile pour la Russie d'ignorer 300 000 habitants de Crim qui en fait appartiennent à la Crimée beaucoup mieux et plus que les Russes. Et à propos de la REF, je ne suis pas sûr à propos des REF. Oui, on peut dire que comme Poutine comme Mandela, il a un rêve, oui, rêve ukrainien, mais pour transformer ce rêve dans la réalité, il y a beaucoup de plans. Et je crois l'occupation de l'annexion de Crimée était planifiée en avance. Je ne sais pas quoi, il y a 15 ans, il y a 10 ans, le plan était là et maintenant simplement tout est fait according to the book, comme les Anglais disent, parce qu'on voit qu'il y a deux jours, déjà la commission d'éducation russe commençait à changer le curriculum des écoles en Crimée. Il y a déjà des spécialistes des communications téléphoniques qui préparent le changement des codes des téléphones russes pour remplacer les Ukrainiens et tout ça, mais le problème reste, aujourd'hui, c'est le Conseil de fédération a approuvé l'annexion de Crimée comme légitimite. La seule chose qui reste, il faut que le monde entier accepte ça, accepte Crimée comme une partie de Crimée. Parce que si le monde... oui, c'est déjà accepté par la Corée du Nord et Syrie. Et il y a besoin encore de quelques pays pour soutenir le rêve de Poutine. Et après, parce qu'avant le monde change la carte du monde politique, change la frontière, et il faut que l'Europe, la France, l'Allemagne, les États-Unis acceptent l'annexion de Crimée. Ce n'est pas possible de faire sans participation d'Ukraine. Et je crois que le rêve est en fait de créer la situation proche à la guerre civile, de inviter les activistes russes avec les volontaires russes de marcher vers Kiev, occuper Kiev, remplacer le gouvernement, peut-être retourner le président en exil Yanukovych et que Yanukovych signe un nouveau accord de coopération et amitié et qui signe aussi que la Crimée maintenant c'est le cadeau d'Ukraine au peuple russe pour la patience avec un pays avec une conduite pas très facile, pour compensation pour tous les problèmes que aussi les oligarches russes avaient sur le territoire d'Ukraine. Et si Kiev accepte l'annexion officiellement, après, bien sûr, M. Hollande va dire « Oh, c'est déjà fini, on peut vendre les Mistral ». Angela Merkel va dire « Oh, parfait, il y a la solution, maintenant ils sont amis ». Encore une fois, c'était un petit bagarre entre les copains. Si je comprends bien, Poutine a besoin de la reconnaissance de l'annexion parce que par Kiev. Sans reconnaissance, c'est impossible de Crimée être traité comme le parti de Russie. Il n'y aura pas d'investissement, il n'y aura pas de tourisme, pas tourisme russe, militaire et pas militaire, mais tourisme normal. Il n'y aura pas d'utilisation de Crimée comme l'endroit pour les conférences internationales comme conférence de Yalta en 1943 et tout ça. Une chose que je ne comprends pas, la Crimée n'est pas, elle est une enclave en fait, elle n'est pas de frontière directe, elle n'a pas de communication directe avec la Russie, sauf par la mer. Ils vont construire un pont. Mais le pont, ça sera
peut-être très long, ça va durer 2-3 ans, la construction du pont, et c'est pas possible de remplacer le trafic par le territoire ukrainien à Crimée avec un pont entre Kerch et Novorossiysk. Il y a beaucoup de problèmes logistiques et bien sûr, si on regarde la carte, on comprend que sans contrôler la région de Kherson, la région adjacente au sud d'Ukraine, la Russie ne peut pas être sûre que la Crimée va suffisante de l'eau potable, de l'électricité, de gaz, des communications, du transport. Et vous voulez dire, après je vais passer la parole, vous voulez dire que dans le rêve de Poutine, il y a l'idée aussi d'une prise de contrôle de cette région entre la Crimée et la Russie? C'est très logique et c'est très facile à comprendre parce que, une autre chose, dans la région de Kherson, il n'y a pas des activistes pro-russes, c'est la région ukrainophone plutôt. Et comme ça, si on occupe cette région, il faut aller à droite. Il faut aller vers la frontière en occupant la région de Zaporizhzhia, Dnipropetrovsk, Donetsk et Lugansk. Et là, à Donbass, il y a bien sûr des activistes pro-russes, il y a des organisations, des NGO russes, il y a des touristes politiques russes qui traversent la frontière avec des bus très facilement pour organiser les manifestations pro-russes. Yuri Makarov, qu'est-ce que vous pensez de cet exposé du rêve de Poutine? J'ai déjà parlé plusieurs fois, c'est très très difficile d'analyser ce qui se passe dans le cerveau des personnes inadéquates. Il faut être ou psychiatre ou psychanalyste, je ne suis ni l'un ni l'autre. Ce que je comprends assez bien, c'est que c'est une manifestation d'une neurose pas seulement personnelle à M. Poutine, mais d'une neurose collective. J'ai compris qu'il y avait des parallèles avec l'Allemagne des années 1920. C'était une traume psychologique après le traité de Versailles. Et c'est peut-être le traité de Bielorussie-Bush qui a marqué la séparation de l'URSS, qui est devenu, pour la conscience russe, une sorte de traité de Versailles contemporain. Et donc, la rhétorique pas seulement des politiciens russes, mais aussi des journalistes, des présentateurs, ça rappelle non seulement le style des temps communistes, ce qui est très très drôle de revenir dans le passé pour ceux qui ont vécu sous l'URSS et de reconnaître de mêmes intonations, des intonations de l'URSS des années 70, 80, peut-être début 80. Parfois, l'esthétique ouvre beaucoup plus de vérité que l'analyse froide. Quand on sent le même esthétique, on comprend le point où on est peut-être beaucoup mieux. Et ça rappelle aussi parfois l'esthétique de l'Allemagne des années 1930. Et quand j'entends de la part de M. Poutine ou des propagandistes officiels de la Russie, voilà, ces reproches de ce que la Russie a besoin d'un espace vital, voilà, c'est un tel déjà vu, et
on a peur de faire des prévus parce que ça fait peur. Marie Madrave, est-ce que dans les milieux que vous fréquentez, les milieux d'experts internationaux sur la Russie, ces idées qui viennent d'être exposées, l'idée d'une comparaison, d'abord l'idée d'une frustration politique très forte, comparable à celle du traité de Versailles, ensuite cette idée d'espace vital, est-ce que ce sont des idées qui sont prises au sérieux? Il me semble que la situation en Russie est très différente de la situation en Allemagne dans les années 20. D'abord pour une raison très simple, c'est que ça fait 25 ans que le mur de Berlin est tombé et que pendant presque toute la décennie des années 2000, la majorité des Russes ont commencé à vivre beaucoup mieux. Il y a eu beaucoup d'argent, notamment grâce au prix du pétrole et du gaz naturel. Et tous les Russes, presque tous les Russes, sont devenus des consommateurs. Et simplement, ils pensaient qu'indéfiniment, chaque année, ils gagneraient plus d'argent, ils dépenseraient plus et ils consommeraient plus. Donc ce qui se passe, c'est depuis 2-3 ans, de plus grandes difficultés économiques, un très fort ralentissement économique en Russie, et un pouvoir poutinien qui s'use, qui vieillit, qui refuse les réformes, qui devient de plus en plus autoritaire, qui veut absolument rester au pouvoir et qui a peur des mouvements de protestation en Russie et qui a peur de la démocratisation du grand voisin ukrainien. Donc, en tout cas, ce que moi j'observe, c'est difficile de résumer ce que pensent tous les experts parce que vous aurez absolument tous les sons de cloche et je crois qu'il n'y a pas de consensus aujourd'hui en tout cas dans le monde académique occidental sur ce qui se passe en Ukraine, mais de mon point de vue, la formidable machine de propagande dont vient de parler Yuri Makarov, et qui est effrayante, et où là, s'il y a un élément d'écho avec l'Allemagne des années 30, c'est certainement l'outil de propagande. Le bourrage de crâne et l'utilisation, bien entendu, d'informations mensongères. Par exemple, tous ces soldats qui seraient en Crimée ne seraient pas russes, tout le monde sait qu'ils sont russes, ou de refuser que le mouvement de Maïdan était un véritable mouvement spontané et qui n'était pas géré de l'étranger. Et ce problème de propagande est que ça touche là un point sensible, oui, au sein de la société russe, qui est qu'on peut assez facilement convaincre les Russes que si de nouveau aujourd'hui la situation économique et sociale est moins bonne, eh bien ce ne serait pas à cause d'un mauvais gouvernement à Moscou, mais à cause de pressions maléfiques, d'intentions malveillantes venant de pays étrangers et notamment des États-Unis ou des pays européens. Ce que j'aimerais juste dire pour terminer sur ce point, c'est que les humeurs en Russie, telles que je les étudie depuis 25 ans, sont des humeurs changeantes et qu'on peut assez facilement voir dans quelques mois, dans 2-3 ans, une humeur au sein de la société russe qui soit très différente si le pouvoir change ou si, par exemple, l'Ukraine évolue positivement vers plus de démocratie et une ouverture sur l'Europe, parce que, au fond, la majeure partie des Russes, ils veulent certainement pas aller faire le coup de feu ou envoyer leurs fils se faire tuer en Ukraine ou en Moldavie. Ce qu'ils veulent pour leurs enfants, c'est qu'ils vivent mieux, qu'ils puissent étudier en Europe ou aux États-Unis et ailleurs. Donc il y a quand même derrière, je dirais, cet effet de la propagande poutinienne qui est réellement là. Il y a un véritable désir d'ouverture et de vivre comme tout le monde. André Kourkov, comment vous réagissez à ce que vient de dire Marie? Je suis d'accord avec pratiquement tous les mots de Marie.
Peut-être qu'on doit parler aussi sur le sujet des relations entre M. Yanukovych et M. Poutine, parce qu'en 2004 et après, en fait, Yanukovych a humilié M. Poutine quand il n'a pas gagné les élections. Mais Yanukovych toujours continue de penser qu'il va être soutenu par Poutine dans l'avenir. Et en 2010, quand, grâce à président Yushchenko, en fait, Yanukovych était devenu le président, il pensait que maintenant, il reçoit vraiment le soutien de Poutine de la Russie très, très fort. Et à cause de ça, il a signé l'accord tout de suite à propos de stationnement de flotte russe à Sébastopol. Il a signé le prolongement de bail pour 25 ans jusqu'à 2042. Et en revanche, Poutine a promis des bonbons. Mais les bonbons étaient le gaz moins cher. Mais le gaz moins cher n'était jamais délivré jusqu'à novembre 2013. Et pendant 3 ans de présidence de Yanukovych, il était humilié par Poutine beaucoup de fois, aussi publiquement. Il en fait investi dans les protestes européennes parce que ce n'était pas seulement que les Ukrainiens détestaient Yanukovych, mais c'était aussi quelqu'un de Moscou, c'est Poutine, parce que 2011, Yanukovych a entendu dans sa résidence à Crimée pour Poutine, pour la rencontre officielle. Poutine était en retard, 4 heures en retard, parce qu'il s'arrêtait près de Sébastopol pour parler avec des bikers russes qui étaient stationnés là. Et après, il parlait avec Yanukovych 15 minutes et parti pour la nuit avec son ami ukrainien Viktor Medvedchuk et tout ça. Et les situations comme ça s'est répétées beaucoup de fois et en fait, il n'y avait pas des relations mieux économiques comme était promis par Poutine entre l'Ukraine et la Russie. Et je crois, en fait, Poutine voulait ruiner l'économie ukrainienne, l'état de finances ukrainien, pour après vraiment faire Yanukovych l'esclave de l'idéologie russe. Je vais rajouter juste un point à ce que vous avez dit. Et quand même, une bonne partie des bonbons, comme vous dites, qui venaient de la Russie, tombaient dans les poches de Yanukovych, de sa famille et de ses clans. Et là, je crois que c'est un point vraiment important. C'est que, oui, les autorités russes avaient intérêt à maintenir l'Ukraine dans un état de non-développement et de non-réussite, mais ça passait par un enrichissement monstrueux d'une petite partie des élites. Et c'est les deux qui allaient ensemble, hein, c'est-à-dire écraser Yanukovych sous la corruption et en faire donc un leader qui ne pouvait à un moment que être mis dehors par sa propre population, mais en même temps laisser un État ukrainien dans l'état qu'on lui connaît aujourd'hui, c'est-à-dire un État fragile, une souveraineté faible, une économie en crise profonde et bien c'est ce problème territorial et militaire de la Crimée. Est-ce qu'on voit se dessiner aujourd'hui quelques figures politiques vraiment de qualité dans le paysage ukrainien, ou bien est-ce que le paysage politique reste aussi médiocre que ce qu'il pouvait être il y a encore 2 ou 3 ans? Olivier, le facteur principal de la politique, de la situation politique contemporaine en Ukraine, c'est la présence de la société civile qui est née depuis 3 mois ou qui s'est réveillée, peut-être, parce que ça n'existe pas que ça naisse en quelques semaines. Ouais, on se réveille, oui. On voit des signes d'une vraie société qui est basée sur des relations privées, informelles. Les gens qui veulent faire
une action plus ou moins réelle, ils peuvent se trouver, peut-être grâce à des technologies modernes, peut-être de façon très vieille et traditionnelle, en se réunissant sur une place, mais on trouve la langue commune assez vite et on voit des dizaines et des centaines de petites initiatives de simples Ukrainiens qui n'étaient pas possibles absolument du tout, qui étaient inimaginables il y a 3 ou 4 mois. Et cette pression de la rue, si vous voulez, je ne veux pas idéaliser la rue. La démocratie des grandes places, ça peut être effectif pendant quelques jours ou quelques semaines, mais ça n'agit pas à la façon permanente. Mais pour le moment, c'est un facteur qui exige des politiciens d'être plus adéquats. Et il y a parfois des signes, disons populistes, mais quand on voit une photo du Premier ministre, bien temporel, mais quand même un Premier ministre actif, qui voyage en avion en classe économique, et on le voit dans la salle générale avec d'autres voyageurs, on comprend que quelque chose se passe, car oui, c'est peut-être un geste, je comprends très bien, oui, c'est une démonstration, c'est évident, mais il y a quelques mois, il n'y avait pas besoin de faire ces gestes démonstratifs. La même chose, un de nos collègues et amis, un journaliste ukrainien Yuri Butosov, raconte hier soir qu'un de ses amis, par Facebook, lui téléphone avant-hier soir, et on ne se connaissait que par Facebook. Et lui demande s'il puis aller le voir le soir pour parler quelque chose, de quelques sujets importants. Et là, quand cet ami vient chez lui, à domicile, il découvre que c'est un vice-ministre de la douane. Et il veut un conseil d'un journaliste avec réputation, comment refaire tout le domaine de la douane nationale. Et voilà, cette tension de la rue, cette tension de la part de la société, assez adéquate, assez calme, assez tranquille et en même temps assez motivée, voilà à ce que je pense, voilà, c'est un espoir d'avoir une économie une politique plus moderne, plus contemporaine. Kourkov, vous êtes d'accord avec ça? Vous sentez les choses de la même façon? Une chose que je suis déjà depuis beaucoup des années fatigué des politiciens ukrainiens, mais aujourd'hui j'ai la confiance au gouvernement ukrainien parce que je crois on peut critiquer les membres du gouvernement, les chefs politiques d'Ukraine, mais on peut le faire après la guerre informatique, après la guerre des propagandes, après la guerre Crimée est finie. Au moment, je crois qu'ils travaillent énormément et je n'ai pas de raison vraiment d'être fâché ou déçu. Je précise que si certains d'entre vous veulent poser des questions, c'est possible, on peut faire circuler un micro. Donc n'hésitez pas. Monsieur ?
Est-ce qu'en Ukraine, on peut trouver de la presse étrangère et avoir accès aux informations des télévisions étrangères?